D'accord. Ok, bonjour à tout le monde. Je pense que nous sommes maintenant en direct sur la page de Vitrine africaine pour notre rendez-vous hebdomadaire sur la thématique de travailler ensemble des diasporas africaines, un challenge pour ici, une opportunité pour là-bas. Donc, aujourd'hui, nous avons 4 intervenants qui ont le point commun d'être tous des manias de la finance. En tout cas, ils touchent tous à ce que nous cherchons, le financement à l'argent. Et aujourd'hui, on va avoir vraiment le plaisir d'aller plus concrètement et de manière plus pratique dans ce que c'est que le travailler ensemble, qu'est-ce que ça apporte de manière concrète, comment est-ce qu'il faut le faire de manière concrète, comment est-ce qu'il faut faire ça accompagner. Donc, dans les précédentes éditions, on a beaucoup parlé de diaspora en termes de travail ensemble, mais en parlant plutôt du management communautaire. On a parlé des migrations africaines de notre continent d'origine au pays qui nous accueille aujourd'hui, en Belgique notamment, du fait qu'il fallait peut-être parler d'un nouveau paradigme, donc qu'il fallait peut-être se réadapter sur la façon de travailler, en tout cas de penser le travail ensemble ici sur le continent européen, qui n'est pas la même chose. Nous avons évoqué qu'il fallait effectivement, pour travailler ensemble, être au fait de ses droits, donc la partie juridique, le travail en lui-même, l'accompagnement, l'aspect qualité-contrôle, l'aspect business model, et donc repenser la manière de travailler avant de penser à travailler ensemble. Donc, c'est le cheminement qu'on a parcouru ces derniers mois sur le travailler ensemble. Donc, il fallait effectivement expliquer qu'il fallait poser des jalons, il faut qu'il y ait certaines bases pour que ce travail ensemble puisse se faire. Alors aujourd'hui, le contexte est vraiment, j'allais dire, très différent dans la mesure où nous vivons les communautés africaines aujourd'hui à cause, oui, on peut dire à cause des faits qui sont passés aux États-Unis avec le décès d'un Noir américain tué par un policier blanc, qui a réveillé justement ce débat et qui démultiplie en fait l'action que nous menons aujourd'hui, c'est-à-dire véritablement ce travail ensemble doit absolument se faire et je pense que c'est une question d'urgence. Alors comment est-ce que le travail ensemble de manière on va dire pragmatique, économique peut se faire et peut aider le travail ensemble de manière sociale et de positionnement du diaspora dans le monde. C'est le débat qu'on va faire vraiment aujourd'hui. Donc nous travaillons tous ensemble, c'est clair, mais comment travailler ensemble pour que notre voix porte et au-delà des manifestations, au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je vais laisser chacun des intervenants aujourd'hui se présenter. On va commencer par notre plus jeune, Joël. Je te laisse te présenter et chacun va se présenter à son tour et avant qu'on ne lance le débat. D'accord. Déjà, merci de m'avoir fait venir sur ce live et dans ce projet qui est vraiment porteur pour toute personne qui s'identifie comme africain. C'est moi, j'ai un peu un problème de son là, je ne vous reçois pas bien. Oui, monsieur Diallo, vous m'écoutez? Est-ce que oui, toi on t'entend, Joël. Est-ce que vous avez des écouteurs, monsieur Diallo, peut-être? Si vous mettez des écouteurs, si ça peut aller avec des écouteurs. Ouais, je vais mettre mes écouteurs alors, c'est mieux. D'accord. Joël, vas-y. D'accord. Donc déjà, je remerciais cette initiative qui est vraiment louable parce que au-delà des problématiques qu'on a aujourd'hui, il faut toujours entrer sur la base qui est la racine, l'Afrique et voir au-delà des valeurs culturelles, l'aspect économique et tout. Donc je me présente, je suis Joël Parfait QAT, je suis entrepreneur dans le milieu du digital depuis déjà 7 ans. Fondateur de DH Company, qui est une agence de communication et de consulting dans tout ce qui est question digitale, dans tout ce qui est aspect digital de projet et de produits et de design produit. Et je suis aussi en parallèle acteur culturel, donc fondateur de plusieurs associations au niveau du Cameroun dans le domaine culturel. Et aujourd'hui, aussi consultant externe pour des cabinets qui font nos user experience en Europe et dans quelques pays africains. Donc, en gros, si je peux me résumer, je suis un acteur de la digitalisation des services africains et du monde, quoi. Le monde des nouvelles technologies.
Ok. Monsieur Kokou, vous allez vous présenter aussi? Oui, bonjour. Voilà, donc, Coco Amedodi, je suis administrateur délégué de la communauté de financement Tontinéo, de la banque communautaire Tontinéo, une initiative de la diaspora africaine basée ici en Belgique, et bon, particulièrement, mais de façon globale, ben, on vise un peu toutes les communautés, toutes les diasporas en Europe. Et justement, la thématique rentre bien dans notre business model, c'est-à-dire que mutualiser nos ressources pour pouvoir avancer. Donc, on a planté le décor, enfin le contexte, et voilà, je suis très content d'être sur le live et de pouvoir parler de cette réalisation qu'est la banque communautaire pour la diaspora africaine. Ok. Monsieur Kouetché? Donc, moi, c'est Hervé Kouetché, managing partner de Toussi Consulting. Donc, Toussi Consulting, on fait principalement dans l'accompagnement stratégique et financier des entrepreneurs et des dirigeants. Nous travaillons non seulement avec des frères africains, mais également avec la communauté, je dirais, européenne dans laquelle on évolue. Donc, je suis très intéressé en fait par ce sujet, notamment parce que je suis actuellement en phase de recherche de partenaires ou de partenariat en fait avec nos frères pour pouvoir offrir notre savoir-faire non seulement ici où nous évoluons, mais également au Cameroun ou en Afrique. Donc, merci, c'est un plaisir en fait de pouvoir partager avec vous ce soir. Ok. Monsieur Diallo, si vous pouvez vous présenter. Vous avez enlevé le micro. On ne vous entend pas. Ah voilà, c'est bien. Okay. Très bien. Vous vous présenter. Mon nom est Diallo Mamadou. Je suis économiste, consultant international en microfinance et en financement des PME. J'ai été entrepreneur en Belgique à l'initiative des différentes communautés africaines subsahariennes. Nous avons créé par le passé une association qui vit encore, qu'on appelle Sofiné, une société coopérative de microcrédit, solidarité pour le financement de l'entrepreneuriat, dont le but était de mobiliser du capital de la diaspora et d'octroyer des microcrédits tremplins et de favoriser l'accès au crédit bancaire pour des prêts plus importants. Apporter aussi de l'assistance technique dans le montage des projets, voilà, de ce genre. Donc, j'ai travaillé pas mal dans beaucoup de régions dans ce cadre et dans le cadre de l'appui au développement des petites et moyennes entreprises en Afrique. Ok. Donc, la thématique de ce live, comme vous l'avez tous compris, c'est donc travailler ensemble, le challenge des diasporas africaines. Alors, ma première question à tous, pour travailler ensemble, il faut effectivement avoir une même vision et poursuivre le même objectif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les communautés africaines ou la communauté africaine poursuit le même objectif et a une même vision partagée? Monsieur Kokou, avec Tontinéo, quelle est votre expérience? Alors, ouais, moi, je vais partager ici, justement, comme tu dis, Marcel, l'expérience que j'ai au bout de 3 ans de fonctionnement de cette communauté de financement partagé. Et je pense qu'on a, comme je le dis souvent, ce problème d'état d'esprit. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que nous ne sommes pas, dans la pratique, solidaires par rapport au travail ensemble. On est très, très méfiants, nous, dans la communauté africaine. On ne se fait pas confiance. Donc ça, c'est notre premier obstacle, notre premier point bloquant. Donc, on se rend compte ici, moi, de mon expérience, qu'il faut déconstruire un état d'esprit, il faut déconstruire une façon de faire avant de pouvoir avancer. C'est d'autant plus dramatique que ce que moi j'appelle le paradoxe africain, culturel africain, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui est très ancré. On se rend même pas plus compte que on est, comment dire, on est comme ça parce que
on veut un développement, on parle d'avancer, mais concrètement, quand il s'agit de mettre le pied dans le plat, malheureusement, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Ça, c'est un constat, sans jugement aucun, parce qu'on est tous plus ou moins dans le même... voilà, tous les entrepreneurs sont confrontés plus ou moins au même problème. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué durant ces 3 années que Tontinéo, d'existence de Tontinéo. Donc, concrètement, pour être clair, aujourd'hui, l'état d'esprit de nous, communauté africaine, le travail main dans la main, l'entraide n'y est pas du tout. Est-ce que ce travailler ensemble n'est pas dû peut-être à un manque de formation ou d'éducation au travailler ensemble, M. Gouetché? Par exemple, avec Toussi Consulting, vous accompagnez des entrepreneurs. Est-ce que c'est si difficile que ça de convaincre un entrepreneur d'ascendance africaine de travailler avec son frère ou d'être performant dans ce qu'il fait? Je ne dirais pas que c'est difficile en fait de convaincre un Africain de l'importance en fait de souscrire à mes prestations. C'est la règle du marché qui s'applique en fait, puisque quand on regarde l'entrepreneuriat, il y a différents segments que nous visons. Nous avons décidé en fait de choisir la communauté africaine comme une de nos cibles. Communiquer en fait à cette communauté, elle est différente que de communiquer à une communauté, je dirais, belge. Donc, pour nous, en fait, en tant qu'entrepreneurs africains, il faut le dire, nous avons également un travail à faire, puisque la règle de tout business, en fait, commence par connaître son client. Et donc, pour revenir, en fait, à l'intervention de M. Kokou, je partage ce qu'il disait, mais de mon expérience au niveau de Toussi Consulting, je dirais, au niveau de l'Afrique, le savoir-faire ne se pose plus lorsqu'on est ici. Je dirais, on a plutôt un point d'amélioration pour ce qui est du savoir-être. D'où je le rejoins pour ce qui est de l'état d'esprit, l'état de pensée. Et il faut challenger. Donc, c'est le savoir-être qui pose question là pour le moment. Parce que le savoir-faire, il y a pléthore de compétences. Consulting, oui. Voilà, les compétences, il y a, mais le savoir-être n'est pas encore. Est-ce que c'est dû culturellement ou c'est dû, comment est-ce que vous expliquez ça? Peut-être M. Diallo peut nous répondre. Est-ce que le savoir-être qui manque à nos communautés, c'est culturel? Que cela soit culturel en soi, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, le savoir-être dans le sens du savoir s'insérer dans le tissu économique, dans le système de production des biens et des services, dans le système de création de revenus. À ce niveau-là, il y a d'énormes contraintes. L'égalité des chances, on en parle, mais le fait d'être sorti de l'université, d'avoir un diplôme à l'ULB ou ailleurs, c'est pas suffisant. Donc, je pense que le savoir-être peut s'expliquer dans le sens où l'accès à l'information par rapport à la création d'entreprises, l'accès à l'information par rapport aux mécanismes de financement. Beaucoup d'entrepreneurs à Bruxelles là-bas ne connaissent pas, par exemple, que le fonds de garantie bruxellois, qui existe depuis 1999, peut porter des garanties jusqu'à 80% pour vous permettre d'accéder à des prêts bancaires. Si vous n'avez pas cette information, ben, vous allez vous buter à une série de choses, à une série d'obstacles et vous ne comprenez pas. Alors que si le fonds de garantie vous prend en charge 50%, 80%, 60%, même Brucop fait ce genre d'initiative. Mais si vous n'avez pas cette information, bien évidemment, tous les efforts que vous faites pour vous insérer vont être difficiles. Vous allez vous buter à des choses impossibles et la volonté d'être, le pouvoir d'être qui est inné en chacun d'entre nous se bute contre des obstacles qu'on aurait pu lever si nous mutualisons nos moyens dans le cadre d'un esprit de travail ensemble. Ok. Justement, quand on parle de savoir-être, il y a Buzon Annie qui nous fait savoir que savoir-faire et savoir-être, pas facile de concilier les deux dans nos communautés. Je vais me tourner vers Joël Kuaté, qui a un profil très différent.
et qui va peut-être nous parler concrètement. Parce qu'on dit souvent que, voilà, on a des compétences et tout, mais vous, en étant venu directement du Cameroun à ici avec des compétences bien précises, est-ce que vous avez eu du mal avec le savoir-être européen ou le savoir-faire européen? Est-ce que vous avez dû à vous réadapter concrètement par rapport à votre expérience? Ce que je dirais concrètement par rapport à mon expérience personnelle, c'est que le savoir-être au niveau de l'Afrique et du Cameroun, dont je maîtrise un peu le contexte start-up, je vais aller dans le cadre des start-up parce que j'ai vu le savoir-être, parce que j'ai vu des entrepreneurs venir de la diaspora essayer de créer des trucs au Cameroun. Et la plupart ont toujours la même plainte qui revient, comme quoi peut-être au Cameroun, ou bien il y a des jeunes qui ne peuvent pas, qui sont pas sérieux, qui ont peut-être, qui savent faire, mais qui ont toujours des raisons. En fait, il y a toujours un truc qui ne marche pas. Et je pense que ce truc qui ne marche pas, c'est le savoir-être, à mon avis. Et c'est ce savoir-être qui est dû à un contexte, je peux dire, environ. Petit souci technique. Au niveau de la. Mais en attendant que ça se résolve, le souci technique, je vais peut-être embrayer là-dessus par rapport au travail, par exemple, ensemble au Cameroun. Ah, il est revenu, je vais le laisser la parole. Oui, d'accord. Voilà, OK. Je peux continuer, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Donc, je récapitule. Je disais tantôt, donc, le travail, mon expérience au Cameroun sur le savoir-être était dû, par exemple, au contexte environnemental. Donc, j'ai vu des gens qui avaient de très bonnes compétences dans des milieux, dans des domaines bien précis, mais qui, avec un contexte environnemental, avaient des difficultés à exprimer leur savoir-faire, par exemple. Bon, pour mon cas personnel, qui quitte du Cameroun et qui se retrouve à Bruxelles grâce au savoir-faire, je me dis que pour allier les deux, ça va de pair. Donc, du coup, il faut allier les deux pour évoluer dans une échelle entrepreneuriale lorsqu'on a un projet bien précis. Donc, moi, par exemple, j'ai dû mélanger mon savoir-être à mon savoir-faire pour pouvoir quitter le contexte environnemental qui empêchait de faire exprimer mon savoir-faire, pour me retrouver dans un nouveau contexte où je suis en train de vouloir exprimer mon savoir-être et mon savoir-faire, et où je suis buté à d'autres savoir-faire et d'autres savoir-être. Donc, en fait, l'objectif, c'est juste de savoir allier les deux et de trouver... Sachant que le savoir-être doit, je veux dire, c'est quelque chose qui doit se travailler continuellement. Parce qu'aujourd'hui, on est en Belgique, demain, on peut être au UK, demain, on peut être aux États-Unis. Le savoir-être, donc il faut aussi avoir la capacité d'être en perpétuelle capacité de s'intégrer de manière culturelle, économique dans l'environnement où on est. Et je vais demander justement à M. Abedjodi, par rapport à Tontino, comment est-ce que vous avez fait? Parce que Tontino, c'est quand même, quand on dit tontine, c'est quelqu'un une tradition qui est fermée. Comment est-ce qu'on peut digitaliser la tontine? Parce que moi, comment vous avez pu convaincre, comment est-ce que vous arrivez à convaincre les personnes de faire une tontine virtuelle? Alors, c'est justement comme tu dis, Marcel, c'est assez compliqué au départ. Donc, au départ, moi, pour refaire un tout petit peu l'historique, moi, je suis amateur, adepte aussi, comme beaucoup dans nos communautés, dans cette pratique qui est je dirais même ancestrale. Ça date on a l'habitude, même étant en Belgique, donc en Europe, avec un taux de bancarisation assez élevé, on pratique quand même cette forme d'épargne qu'on tient de nos pays. Donc, ça, c'est pas ça le problème. Donc, les gens, comment dire, il y a une niche par rapport à ça. Mais le gros problème, c'est comment arriver à rallier cette niche-là pour les mettre dans une innovation qui est Tontino. Que veut apporter Tontino? Effectivement, c'est pas facile du tout. Et le premier obstacle, c'est on essaie de vendre, entre guillemets, aux gens l'intérêt de digitaliser ou d'innover notre pratique de tontine traditionnelle. Et quand on explique, parce qu'on vient de la communauté, alors il y a d'office un manque de confiance. Un blocage. Voilà, un blocage. Uniquement parce que j'ai une collaboratrice qui me disait, si on mettait
un Européen, comment dire, dans le conseil d'administration et qu'on présentait, on aura beaucoup plus de succès. Parce que moi, je reviens à cet aspect culturel qui fait que l'Africain, quand il voit son compatriote ou son frère, on va dire comme ça, africain, devant une initiative ici, ben, une réalisation, ben, d'office, ce blocage se fait. C'est culturel, c'est comme ça, on n'y peut rien. Maintenant, là où je suis d'accord avec Monsieur Hervé, c'est de dire que c'est à nous aussi d'apporter, quand même, d'essayer de travailler dans le sens où convaincre efficacement nos compatriotes. C'est-à-dire que ce blocage-là, c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que porteurs de projet, voilà, de le dépasser, de travailler. Et l'offre que nous avons fait dans le cadre de Tortideo, qui est aujourd'hui une réalisation qui marche, c'est de dire aux gens, on ne vient pas avec des projets, puisqu'on a l'habitude d'applaudir, de célébrer des projets. Ici, on vient avec une réalisation, on dit aux gens, concrètement, c'est ce que moi je vends, entre guillemets, voilà, on a cette réalisation, on arrive, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà ce qu'on veut faire, notre vision pour l'avenir. Donc, commençons comme on présente le projet aujourd'hui, sans rêver, restons pragmatiques. Et après, ben voilà, on va pouvoir développer le concept. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de rassurer un peu les gens. Et voilà, maintenant, il y a tout l'aspect technique derrière qui permet de dire aux gens, voilà, au niveau de la garantie, par exemple, de Tortideo, les gens posent la question, ben voilà, et mon argent, si jamais demain, vous disparaissez de la scène, de la nature et tout ça. Donc, tout ça, c'est des aspects techniques, des choses qu'on essaie de, voilà. Ça, on ne blague pas avec l'argent, hein. Voilà, et ça, c'est une question légitime. Moi, ça ne me dérange pas comme, oui, mais monsieur Kokwa, mais demain, on cherche à faire bout avec aujourd'hui, ben, vous êtes là, vous êtes, voilà, vous faites de beaux yeux, mais si demain, on cherche après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est à nous aussi, dans ce contexte-là, à rassurer les gens, ça parce qu'on est africain, on est obligé de suivre des Africains, entre guillemets, bêtement, sans garantie. Non, on ne parle pas de ça non plus. Il faut quand même des garanties qu'on présente. Voilà un peu comment on essaie de faire passer la chose. Ben justement, au niveau de tous ces consulting, est-ce qu'il y a un accompagnement pour le savoir-être ou pour apporter une compétence supplémentaire aux entrepreneurs? Comment est-ce que vous faites? Au niveau de tous ces consulting, l'accompagnement au niveau du savoir-être, on l'offre à travers le business coaching, puisque en parallèle, je suis business coach certifié au professionnel. Mais pour arriver en fait à ce business coaching, c'est parce qu'on était confronté, on va dire, à cette difficulté. C'était une grosse problématique, c'était même un échec au niveau de tous ces consulting. Pourquoi il est plus difficile de convaincre nos frères africains? Donc, on arrivait en fait avec une solution ou avec un conseil en disant, ben, si tu le fais, tout fonctionne, tu vas obtenir en fait un chiffre d'affaires garanti, ainsi de suite, un peu comme un apporteur de recettes magiques. Oui. Et la réponse que nous avions, que j'avais à chaque fois, c'est maintenant, j'ai déjà mon comptable et c'est suffisant. Le contrôle de gestion, le pilotage de la performance, qui est l'essence même de notre savoir-faire, je dirais, au niveau de tous ces consultants, c'est pas connu en fait par tout le monde. Oui. Pour la petite parenthèse, pas plus tard que ce mardi, lors du meeting avec mes partenaires, il y a Christian Kamewe qui me disait, ben, on fait un travail qui se dirige vers une niche de riches. Et il disait, ben, notre challenge à nous est donc de le diffuser pour tout le monde. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation, d'éducation. Et pour nous, c'est notre challenge, puisque la niche africaine, elle demeure en fait comme une de nos cibles. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment, ça se retrouve dans tous les débats qu'on a fait aujourd'hui sur cette thématique-là. L'éducation, la sensibilisation, c'est-à-dire qu'en fait, pourtant, il y a le savoir-faire. C'est un truc que je ne comprends pas. Il y a le savoir-faire, mais ce savoir-être, comment est-ce qu'on n'arrive pas à l'avoir? C'est-à-dire que c'est tellement simple de se dire, il faut être accompagné, il faut que j'ai des partenaires fiables, il faut que je croie en l'autre. Mais pour ça, effectivement, il faut des mécanismes. C'est à croire que je vais pas dire notre cerveau, mais le paradigme sur lequel on est n'est pas du tout le bon, ou M. Diallo? Oui. D'avoir M. Diallo. Oui. Pour ma part, en fait, il faudrait juste qu'on prenne conscience.
C'est juste ça, la prise de conscience. La prise de conscience, en fait, qu'on a un problème, qu'il y a des choses qu'on doit apprendre, on a des compétences, on est tous des experts dans nos différents domaines, et on le fait très bien. Mais à côté de ça, le savoir-être se doit aussi d'être développé. On doit apprendre également. Oui, pour les entrepreneurs 2.0 ou 3.0, aujourd'hui, il faut aller au-delà du savoir-faire. Parce que j'ai peut-être un savoir-faire en cuisine, mais je ne sais pas faire la comptabilité, je ne sais pas quelles assiettes il faut peut-être acheter, mais je sais bien cuisiner. Et si tout ça n'est pas réuni, s'il n'y a pas tout le système, l'ensemble n'est pas réuni, bah, au final, on a un business qui est boiteux. Hein. Monsieur Diallo. Oui, je vais revenir très légèrement sur la question du savoir-être. C'est très important pour réussir en entrepreneuriat. Il y a des comportements et aptitudes des entrepreneurs qui ont réussi. Cela a fait objet d'études. Donc, ceci dit, c'est important que les gens suivent une formation professionnelle. On ne peut pas sortir de l'université pour être un entrepreneur. On ne peut pas arriver dans un environnement inconnu où on ne connaît pas le système, les taxes, comment c'est organisé, qui est le client. Il faut un accompagnement, il faut une formation professionnelle. Je ne parle pas de formation académique. Donc, je pense qu'il faut une prise de conscience. J'ai aimé, je ne sais pas si c'est monsieur Coco qui a évoqué cette question, la prise de conscience à l'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat est très important. Quelqu'un disait que l'or et le diamant, il y en a plus dans nos têtes que sous la terre. Donc, il faut qu'on sache que le bien-être, il faut que tu cherches ça d'abord dans ta tête. Et tout ce que tu peux trouver dans la vie, c'est dans la main de quelqu'un. Donc, les relations qu'on peut mettre en avant dans l'esprit d'entreprise sont très importantes. La confiance en soi, la confiance en nos communautés, l'effort de regroupement de nos différentes associations pays, la communication par les leaders d'opinion dont nous ne manquons pas, peut, je pense, faciliter les choses, ouvrir les portes. Donc, par rapport au savoir-être, je pense qu'un effort inclusif de mise ensemble de nos moyens pour travailler ensemble, j'encourage beaucoup Tontinéo, j'encourage la vitrine africaine, j'encourage ce genre d'échange. C'est vraiment indispensable pour réussir. Il faut que les professionnels de l'entrepreneuriat puissent, parce que entreprendre, c'est un projet. Et là, nous sommes dans le savoir-faire. Et le projet, c'est quoi? C'est depuis sa mode de conception. Pourquoi je veux faire ceci? Mais si je le fais, qui peut acheter? À qui je peux vendre? Comment je peux trouver les matières premières? Comment je peux ficeler tout mon projet? Comment je peux trouver les financements? Tout ça, on l'apprend. Est-ce que, justement, vous avez dit, M. Zell, on l'apprend. Mais est-ce que dans nos pays d'origine, on apprend à être entrepreneur? Parce que non, on nous apprend à chercher un travail de cadre, d'employé, mais quand vous dites je vais être entrepreneur, même les parents vous disent tu vas où? Je ne sais pas si Joël, comment est-ce que toi, tu as pu créer une entreprise au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas de structure? Est-ce qu'il y a une structure d'accompagnement? Est-ce qu'il y a eu des aides? Parce que je pense que l'entrepreneuriat aussi, ça s'oriente. C'est une politique. Il faut une stratégie pour ça. Si l'État veut que son peuple soit entreprenant, il faut une politique pour ça. Sinon, moi, je sais qu'en tout cas, pour le cas du Cameroun, on veut tous être ministre quelque part ou un bon poste. Je ne sais pas qui. Quand on dit qu'on est entrepreneur, c'est compliqué. Oui, Joël. Bon, pour rebondir, en fait, j'ai parlé tout à l'heure du contexte environnemental. Ça implique un peu tout ça, en fait. Déjà, j'ai remarqué dans le cadre de l'entrepreneuriat au Cameroun que déjà, l'éducation nationale ne nous donne pas trop de chance dans ce sens. C'est-à-dire, lorsqu'on a des conseils d'orientation, peut-être depuis la classe de seconde, lorsqu'ils viennent, c'est soit peut-être à partir, j'ai dit même seconde, je vais rentrer en cinquième.
la première chose, on demande aux jeunes lycéens, que veux-tu faire? Allemand ou espagnol? Ils traversent l'orientation de la langue. Il arrive, que veux-tu faire? La C, la D, ou bien scientifique, maths, ou bien... Mais à la fin, lui, il sait qu'il poursuit scientifique, il sait qu'il poursuit mathématique, mais il ne sait pas ce qu'il va faire avec la mathématique ni la science. Et il y a, en terminale, lorsqu'on finit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux devenir soit école normale, tout. Jamais on a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer de la richesse, tu veux créer une entreprise. Aucun conseil d'orientation n'a jamais ouvert sa bouche durant tout mon parcours scolaire pour me parler d'entrepreneuriat. Là, c'est déjà un premier problème. Deuxième chose, lorsqu'on arrive en fac, on est en face d'un monde où les grands frères peut-être qui ont réussi sont soit dans des grands cabinets, soit des directeurs, soit des gens, ils sont tout le temps soit sous la tutelle d'un chef, soit carrément ils sont chefs, mais tout ça sur la base d'une hiérarchisation. Donc, en fait, il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas de business, il n'y a pas de modèle, en fait, de modèle en entrepreneuriat. Et c'est où je voulais revenir. On n'a pas de modèle déjà. Sur cette base, je prends un exemple, le feu Victor Futso. J'ai essayé de fouiller plusieurs fois son histoire. J'ai juste des découpages. Il peut avoir des livres, je sais, mais je n'ai pas un documentaire où je peux prendre, je donne à mon petit frère qui est en classe de 4e, je dis, regarde, et inspire-toi. Il n'y a pas ce genre de choses, en fait. Tout à fait. Il faut des modèles. Des modèles, il n'y en a pas. Et du storytelling, il y en a très peu aussi. Par exemple, Foucault, on en parle tellement ces jours, mais personne ne sait qui est Foucault, par exemple. Je ne sais pas quel a été son déclic pour se lancer dans ci ou dans ça. Je ne sais pas comment il a fait pour financer sa première entreprise. Bref, c'est même pas envisageable. Tout à fait. Donc, du coup, j'aimerais bondir quand même. Revenir juste sur le fait qu'il y a un gros travail au niveau de la prise de conscience, de la sensibilisation et du savoir. Et tout ça va impliquer un savoir-être, en fait. Donc, c'est le mélange de tout ça qui va pousser les gens à prendre conscience sur le fait qu'on peut faire de très longues études, mais avoir un projet sur lequel on s'accroche, ou plusieurs, et savoir quels sont les rouages, avec qui on doit fonctionner, quelles sont les difficultés au niveau des finances, et avoir le nœud bien noué pour se lancer, quoi. Tout à fait. Monsieur Diallo, vous voulez intervenir? Oui, je voulais juste revenir. Comment vous appelez, excusez-moi? Joël. Monsieur Joël. Voilà, je voudrais juste un tout petit peu rebondir. Excusez-moi, ça fait juste un peu plus d'1 an que je vis au Gabon. Depuis 3 ans, je viens pour des missions d'assistance au développement de l'entrepreneuriat. J'ai participé même à la construction d'un incubateur multisectoriel de l'entrepreneuriat au Gabon depuis 2018. Cet incubateur est opérationnel. Il appuie la formation des entrepreneurs. Ce que j'ai envie de vous dire, j'ai visité un peu la zone CEMAC, que ça soit dans le cadre des banques ou dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ce que j'ai envie de vous dire, que la plupart des cadres du secteur privé, du secteur bancaire, des assurances, du Gabon, du Tchad, de Brazzaville, de Centrafrique et de Guinée équatoriale même, la plupart des cadres, leur grande référence en matière de culture d'entreprise, en matière de connaissances scientifiques et techniques tout court, c'est le Cameroun. Oui. Il n'y a pas en Afrique centrale plus entrepreneur que le Camerounais. Et je voudrais qu'on comprenne que la diaspora africaine, partout dans le monde, de Londres à New York, en passant par Paris, Amsterdam, etc., les entrepreneurs africains qui vivent en Afrique sont les meilleurs. Ils sont plus riches, plus structurés, plus dynamiques. Ils ont des marchés les plus importants. Ça m'apporte une réflexion. C'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien, nous, on veut absolument entreprendre sur un modèle qui n'est pas le nôtre. Peut-être. Alors, peut-être qu'il y a, donc, ça veut dire qu'il y a un entrepreneuriat africain avec un modèle totalement différent. Et ce qui voudrait dire aussi que il faut aussi saluer les initiatives comme les vôtres qui existent déjà. Parce que quand on dit entreprendre, en fait, on le fait dans les faits. Mais pourquoi est-ce qu'on se dénigre autant?
Pourquoi est-ce qu'on se dénigre autant? Parce que, M. Diallo, vous dites qu'il n'y a pas plus d'entrepreneurs que les entrepreneurs. Camerounais en Afrique centrale. Vous demandez aux Camerounais, ils vous diraient que non. Voilà, ce qu'on dit, c'est souvent ce qu'on est. Ils vous diront que non, regarde ce qu'ils font au Mali, vraiment la Côte d'Ivoire est déjà loin, mais ils vous diront jamais que le Cameroun est super. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'entreprendre, peut-être chacun peut me répondre, avec un modèle qui n'est pas le nôtre? Parce qu'on dit, oui, peut-être que le modèle européen n'est peut-être pas notre modèle. Si je peux rebondir là-dessus, Marcel, je pense qu'on entreprend en Afrique. Moi, je reviens, moi, je suis du Togo, je prends le cas de nos mamans, ce qu'on appelle les Nana Benz à l'époque. Oui. Mais c'est des femmes qui n'ont jamais fait d'études à l'entrepreneuriat, le suivi, le coaching, elles ne connaissent pas. Les femmes qui n'ont jamais été à l'école au-delà de, voilà, n'ont jamais fait de cursus universitaire, ni, voilà, quoi que ce soit, mais qui réussissent à percer dans ce domaine-là. Entreprendre, on sait le faire. Vous voyez les vendeurs à la sauvette, voilà, c'est fait de tout ce monde dans l'informel et tout ça qui grouille et qui entreprennent. Mais ça, on a nos modèles. Mais pour moi, la vraie problématique, mais comment transformer ce modèle-là, notre modèle, pour le rendre beaucoup plus, sortir un peu de d'un schéma de subsistance. Tout à fait. Donc, comment sortir du schéma de subsistance en tant qu'entrepreneur? C'est vraiment le travail ensemble. C'est là où le bas blesse. Sinon, moi, je n'ai aucun souci. On parle de savoir-faire. Le savoir-faire, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. On est bon. Maintenant, après, comment transformer ce savoir-faire-là, donc le savoir, ce qu'on sait faire, et pouvoir, je ne vais pas dire l'imposer, mais pouvoir mieux le vendre en étant ensemble. Et ça, c'est là où on bloque. Donc, moi, je vous dis clairement, comme vous avez pu l'entendre, je l'ai entendu à peu près chez tout le monde, c'est on sait le faire, on le fait. Ici, on se retrouve dans la diaspora et comme disait, je me rappelle, je ne vois plus bien le nom, notre camarade qui vient du Cameroun qui s'installe, voilà, Joël. Je pense que quand on est ici, quand on veut entreprendre en Afrique, pour nous, la diaspora, si on est incapable de reproduire, je vais dire ça comme ça bêtement, des modèles économiques qui marchent dans nos diasporas, ici en Belgique, où moi je réside, on est incapable de reproduire, de répliquer des modèles qui marchent déjà. Comment voulons-nous aller travailler en Afrique si ici, on n'est pas capable de travailler ensemble, alors qu'on voit la façon de fonctionner des Européens ici, la façon de faire et qui marche, on n'est pas capable de reproduire ça avant de créer autre chose. C'est ça où le problème, le bas blesse. Donc, je résume en disant ceci, en fait, entreprendre, on sait le faire. Mais le gros souci, c'est qu'on ne sait pas le faire entre nous. Et oui, ça, c'est notre gros souci. Je vais prendre une intervenante qui dit, disons, Annie, ce sont nos systèmes politiques et économiques qui pèsent lourd sur l'entrepreneuriat. Il manque l'accompagnement des futurs entrepreneurs sur place. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. C'est une volonté politique d'avoir des entrepreneurs dans son pays. Donc, par rapport à ce que tu disais, Coucou, je pense que pour aller au-delà, c'est l'accompagnement, comme ce que fait Toussi Consulting, qui est important, c'est-à-dire pour passer ce cap, pour passer de Nana Benz à Super Nana Benz. C'est ça. Il faut vraiment cet accompagnement-là. Non? En effet, c'est quelque chose que nous rencontrons au quotidien avec Toussi Consulting. Et la crise actuelle du Covid-19 le confirme encore plus, que les entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement. Entreprendre en soi, comme M. Kokou l'a dit, on le fait, les Bayam Selam le font. Les enfants chez nous, enfants avec des guillemets, qui vendent de l'eau, ce sont déjà des entrepreneurs. Un entrepreneur en soi, c'est lorsqu'une personne ou une équipe déniche une opportunité et rencontre un marché. Donc, du moment où tu réussis à vendre, tu es entrepreneur. Après, arrive un niveau avec ta structure où tu as besoin d'un accompagnement pour pouvoir franchir la prochaine marche en fait de l'escalier. Et donc, c'est là généralement qu'au niveau de Toussi Consulting, pour ce qui est de mon cas, j'ai été buté par des frères.
pour revenir en fait à la communauté africaine. Mais, comme je l'ai dit, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience qu'en effet, ils ont besoin d'être aidés. Donc là intervient le problème d'ego surdimensionné, en fait, que nous avons généralement. Moi, qui est culturel. Qu'est-ce que tu veux bien apprendre, toi, jeune homme? Ça, c'est clair. Pour évoluer, il faut apprendre. Pour apprendre, avant d'apprendre, il faut en fait prendre conscience que, ben oui, là, on a des lacunes, où effectivement, il faut avoir de la vision et la matérialiser en fait en action. Et c'est là où, je veux dire, on a de l'effort à faire. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, là, on a parlé un peu plus du client, de l'entrepreneur, mais ensemble, pour ce qui est de Toussi Consulting, pour moi, la difficulté, c'est de rechercher des partenaires et des partenaires sur qui je peux compter. Oui, tout à fait. Et donc, merci à la vitrine africaine, parce que grâce à la vitrine africaine, il y a quand même un réseautage qui se fait. Mais à côté de ça, chacun d'entre nous, dopé de son savoir-faire, de ses compétences, rencontre tous les jours des frères africains qui sont du même domaine qu'eux. Donc, n'hésitons pas à échanger entre nous, à créer donc cette connexion. Et après, si on veut entreprendre ensemble, il faudrait donc qu'il y ait comme une espèce de complémentarité dans tout ce qui est des compétences, je dirais. Et s'il y a la confiance qui se crée, ben on peut construire des plus grandes choses. Tout à fait. Mais trouver un partenaire clé sur qui on peut compter, c'est un des gros points aussi que nous avons. Et donc, entreprendre ensemble, c'est pas d'évoluer tout seul. C'est d'évoluer aussi avec des frères qui sont autour de nous. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Entreprendre ensemble, c'est pas évoluer tout seul. Et je me souviens, Monsieur Diallo, quand on a discuté hier, vous avez dit une phrase que j'ai dit, je devais la reprendre. Dans un environnement hostile, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. L'environnement hostile, c'est celui de l'Europe que nous ne maîtrisons pour la plupart, je dis bien entre guillemets, maîtrisons entre guillemets, pas ou peu bien. Il y a la nécessité et même l'urgence, et même dans le contexte actuel et l'actualité actuelle, de travailler ensemble pour avoir un objectif commun et avoir les retombées que nous recherchons depuis. Donc, moi, je voulais qu'on revienne, qu'on fasse un peu le point là-dessus. Les diasporas africaines qui sont toutes en Europe participent activement à l'économie. Mais au final, ce sont elles qui en bénéficient le moins. Quand on regarde les problématiques que nous avons, de logement, d'emploi, de santé, on est les populations les plus vulnérables. Regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais c'est pas croyable que on puisse tuer de manière aussi impunie et devant les caméras, parce que c'était carrément un film, hein, devant les caméras, une personne parce qu'elle est noire. Est-ce que c'est parce que on ne pèse pas d'un poids pour pouvoir dire que cela s'arrête? C'est-à-dire que, est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est parce qu'on ne pèse pas d'un poids? Et j'entendais Rokia Diallo dire hier dans une interview qu'il faut que les Noirs parviennent à construire une force économique pour peser dans le débat politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut absolument, aujourd'hui, il y a l'urgence de ce travail ensemble pour peser de manière politique. Ce serait intéressant d'avoir aussi quelqu'un des politiciens d'ascendance africaine qui nous parle un peu de leur positionnement. Je vais d'abord demander à M. Kuité, est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'on sent ce poids de la diaspora? Est-ce qu'on sent l'impact de la diaspora vraiment quand on est au Cameroun? Est-ce que vous l'avez senti avant de venir ici? Je dirais oui. La diaspora est tellement active au Cameroun. C'est très visible. Un exemple, toutes les voitures qui circulent au Cameroun sont passées par un port. Donc, et de toute façon, on ne fabrique pas de voitures au Cameroun. Donc, ça, c'est déjà une preuve palpable que la diaspora est très active. Et on ne peut pas compter le nombre de voitures qui se vendent sur Internet tous les jours. Donc, ça, c'est juste un point. Parlons maintenant des actions concrètes au niveau plus concret, parce que déjà, l'import-export, c'est assez concret, c'est de l'économie qui tourne. La diaspora, au-delà aussi de l'immobilier, très actif. Donc, je peux en citer et je peux encore en citer, vu que dans ma position d'agence de communication, j'ai dû travailler avec des gens qui avaient des projets, qui avaient besoin des supports, plus ou moins. La diaspora, elle est active au Cameroun. Là, ce n'est même pas à discuter, en fait. Donc, il y a vraiment un partenariat à aller chercher aussi
dans nos compétences, nos expertises locales. Si chacun... C'est urgent. Tout le monde peut C'est répondre. une urgence, en fait. Quelle est la différence? Mis à part, je comprends le coût. Non, déjà, puisque j'expliquais, il y a une urgence d'aller tirer le savoir-faire au Cameroun parce que très bien. Les jeunes savent faire, mais comme j'ai parlé du contexte environnemental tout à l'heure, je pense que les choses sont en train de se mettre en place pour que les choses puissent aller de manière plus posée. Il y a par exemple un de nos amis, de nos frères qui a créé Startup Academy, par exemple. Je pense qu'au sorti, par exemple, de ces incubateurs, il y a des gens qui prennent conscience et qui ont une certaine discipline envers le travail. Et c'est une nouvelle génération qui a besoin du soutien de la diaspora, par exemple. Il y a des jeunes qui sont de très bons infographes, qui pour des soirées en Europe, déjà pour les thèmes de coûts, il est difficile pour des Africains de payer un graphiste peut-être français qui sera facturé sur des bases qui ne sont pas forcément acceptables par tout le monde. Par contre, ces mêmes sous peuvent rentrer au Cameroun et donner un emploi à un jeune qui sait faire un truc et qui plus tard peut devenir un modèle et donner de l'emploi à d'autres jeunes, etc. Donc, en fait, il y a une urgence. Ouais. Donc, moi, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'impératif, c'est l'emploi. Pour sortir l'Afrique de notre condition, l'impératif, c'est l'emploi, c'est créer, c'est essayer d'aller vers une transformation vraiment structurelle par rapport à tous nos processus. Voilà, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui me rebute un tout petit peu, là on parle du Cameroun, aussi, c'est pareil pour le Togo aussi, c'est le blocage au niveau de nos politiques. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a des pays qui vont beaucoup mieux au niveau économique que d'autres. Pourquoi? Parce que les politiques sont d'une autre constitution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on se comprend. Donc, si on part de ce principe-là, aujourd'hui, la diaspora, pour moi, ne peut aller n'importe où. Pour ces raisons-là, parce que les politiques bloquent, les politiques n'ont pas de vision. Il faut savoir qu'une intégration, c'est un développement, c'est d'abord une vision. Si nos politiques n'ont pas de vision, d'aller plus loin, moi, je ne me vois pas demain investir, aller dans un pays où nos politiques n'ont aucune vision. Ça, c'est la première chose. Donc, le blocage au niveau de nos politiques. Je prends le cas du Ghana, par exemple, qui a un bel exemple dans tout ce qui est entrepreneuriat et que on voit bien que les politiques ont une vision. Il n'y a pas que le Ghana, il y a d'autres pays. Mais le Ghana est cet exemple-là où ils ont déclaré, le président a déclaré il y a l'année passée, pour vouloir se détourner des financements de la Banque mondiale et toutes ces institutions-là qui ne nous appartiennent pas. C'est là où moi, j'attrape la balle au pont en disant, si l'intégration, c'est d'abord une vision, il y a les trois piliers de cette vision-là, qui est le défi managérial, donc trouver des hommes et des femmes dans la communauté qui savent porter des projets. La deuxième chose, c'est au niveau de la normalisation de nos processus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, je parlais par exemple des garanties et tout ça, il y a des normes à apporter à tous nos processus. Et la troisième chose, c'est le défi du financement. Comment finançons-nous nos développements? Comment nous finançons-nous? C'est là où ces trois piliers-là sur lesquels il faut travailler. Après, il y a tout ce qui est transversal, comme voilà, les accompagnements et tout ça, mais nous devons d'abord travailler sur ces trois piliers-là et Tontineo, en tant que banque communautaire, est sur le troisième pilier qui est le défi du financement. Qui va financer la diaspora pour sortir de nos conditions, de ce qu'on voit aux États-Unis? On ne va pas revenir là-dessus. C'est tout simplement parce que économiquement, on ne pèse pas. On tend tout le temps la main. C'est normal qu'on nous tue comme des poussins. Voilà, on n'a aucun poids. Qui de nos chefs d'État aujourd'hui en Afrique peut taper du poing sur la table et dire stop? Non, parce que demain on le coupe les vivres. Voilà un peu notre problème au-delà du travail ensemble. Il va beaucoup plus loin. Notre politique au pays qui nous bloque. Je vais poser une question très concrète à M. Diallo. Voilà, je suis entrepreneur, je suis au Cameroun. J'ai un produit, je cherche du financement. Vers qui je vais?
Bien, il faut dire que vous savez, au Cameroun ou n'importe quelle partie de l'Afrique, ce n'est pas le financement qui manque pour développer les projets, les programmes. C'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est pas le financement qui manque. L'Afrique a développé des outils de financement de proximité depuis une cinquantaine d'années maintenant. Ces outils ont grandi, sont devenus résistants, ce sont les institutions de microfinance. Les plus fortes de la sous-région, c'est au Cameroun. Au Cameroun, vous avez une institution de microfinance déjà qui a ouvert un compte à la Banque centrale, c'est-à-dire de la BAC. Vous avez une au Brazzaville. Vous avez une ici au Finam pour laquelle je travaille, parce que c'est devenu tellement grand avec ces agences, avec un peu plus de 30 milliards de francs CFA d'actifs. Mais c'est plus de 100 000 clients. C'est pas les financements qui manquent. J'ai parcouru le Gabon de long en large, des endroits, tu es obligé de prendre des avions. Le Cameroun, c'est pas les financements, madame. Ce qui manque, c'est quoi? C'est le pont entre les structures de renforcement de l'entrepreneuriat et les structures de financement. D'accord. Parce que le financement, la microfinance, les finances, c'est quoi? Le crédit, c'est quoi? C'est comme un comprimé. C'est à la pharmacie. La banque, c'est la pharmacie. Quand tu viens à la pharmacie, il faut qu'il y ait déjà un diagnostic qui est posé par un médecin qui vient avec une ordonnance. Tu ne viens pas dire au pharmacien, je suis malade, j'ai besoin de comprimés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, les structures de formation, d'appui à l'entrepreneuriat, les structures conseils, appuient les gens, même s'ils ont des très bas niveaux de connaissances académiques, il y a des outils simples qui permettent aux personnes de tenir un cahier de dépenses, voilà, de se positionner sur un marché, etc. Je vais lire un peu le commentaire d'une internaute qui traduit, je pense, un peu la pensée de pas mal de personnes et qui va à l'encontre de ce que vous avez dit, M. Diallo. Pour attirer les investisseurs étrangers, c'est Confiance Mirka qui dit ça. Donc, pour attirer les investisseurs étrangers et encourager la diaspora, il faudrait que nos politiques mettent en place des incitants. Il faut souligner qu'à cause de la corruption, une personne voulant investir va se retrouver confrontée à des coûts énormes car il faut payer des dessous de table ou encore espérer avoir des relations pour avoir des autorisations et autres. Nos politiques doivent faciliter les choses. C'est vrai que... Oui, allez-y, M. Diallo. Voilà, je voudrais vraiment bondir sur cette question. Parce que ce soit au Togo, où je me rends très régulièrement, que ce soit ici au Gabon, que ce soit au Congo, au Burundi. D'ailleurs, au Burundi, en 2018-2019, parce que j'ai quitté là-bas en mars 2019, sur un programme de la Banque mondiale. Au Burundi, j'ai vu ce qu'on appelle le guichet unique de création d'entreprises à la direction des investissements publics et privés. Donc, j'ai visité le guichet, mais j'ai compris que dès que tu crées ton entreprise, et l'année la même et le mois la même, tu commences à payer des taxes et des impôts. Mais voyez la politique fiscale incitative en Belgique. Depuis 2014, avec le gouvernement de M. Charles Michel, à partir de 2014, si tu crées une structure, pendant 3 ans, les 3 premiers emplois ne payent pas de cotisation patronale. Pendant 10 ans, les 10 premiers emplois, ne payent pas de cotisation patronale. Ça, ce sont des incitants. Moi, j'ai fait pour le Burundi ce qu'on appelle un cadre incitatif du secteur de l'agrobusiness. Ce cadre incitatif, il y a des incitants fiscaux. On a rencontré le secrétaire général du dialogue public et privé, avec qui nous avons débattu de long en large. Il y a eu un projet de loi qui devait passer au Parlement au mois de septembre 2019. Ce projet de loi, c'était quoi? C'était que l'État devait diligenter des mesures de défiscalisation permettant aux jeunes PME qui accèdent difficilement peut-être au financement de pouvoir quand même ne pas payer des cotisations patronales, ne pas payer certaines charges fiscales. Il faut leur donner 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'ils prennent pied, qu'ils soutiennent au moins celui qui les a fondés avant de commencer à imposer, parce que l'impôt tue l'impôt, vous le savez. Trop d'impôt tue l'impôt.
Voilà. Mais il y a sûrement aussi un manque de confiance avec nos gouvernements parce que moi, j'ai lu ce qui se dit là. Est-ce que ces microfinances sont accessibles à tous? Je pense que c'est une certaine crédibilité que les gens sont frileux, se disent l'argent, est-ce qu'on va y avoir droit? Est-ce que Pour revenir à ce que M. Diallo disait, ces microfinances sont accessibles à tous, mais il faudra en fait créer un pont. C'est ça la première des choses. Pour ce qui est de Toussi Consulting, j'ai eu à accompagner en fait des entrepreneurs qui ont des structures au Cameroun. L'exemple qui me revient, c'est un pharmacien, quelqu'un qui produit des produits pharmaceutiques, des médicaments en Belgique et qui les vend au Cameroun. Je l'ai accompagné en fait pour une recherche de financement et il a décroché en fait son financement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son entreprise qui tournait depuis 5 ans. Il est venu vers Toussi Consulting juste pour qu'on revoie ensemble et qu'on crée une histoire. Et donc, une histoire qu'on lui transmet, et une fois qu'il maîtrise ses chiffres, il part les défendre auprès des structures et il trouve son financement. Donc, c'est accessible. Pour revenir juste au point qui avait déjà été évoqué précédemment, il faudrait juste que nous, entrepreneurs africains, qu'on accepte que oui, on a besoin d'aide, qu'on mette un peu notre ego de côté. Et pour ce qui est de la question, en fait, j'ai oublié le nom de la dame, ce que je poserais comme question, est-ce que malgré tous ces points d'amélioration qu'il y a à faire d'un point de vue politique, nous sommes tous alignés par rapport à ça, est-ce qu'il y a des gens qui entreprennent tout de même? La réponse, c'est oui. Malgré tous les freins que nous avons chez nous en Afrique, on a plein d'entrepreneurs qui naissent tous les jours. Donc, arrêtons de trouver des excuses et essayons de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, malgré ces obstacles qui sont devant nous, en espérant que les choses s'améliorent, si je dois dire comme ça, très rapidement. Mais ne trouvons plus les excuses, nous à l'action. Très bien. J'aimerais vraiment bondir sur cette question-là, parce que c'est une question qui me paraît très pertinente. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a trop souvent... tout le monde connaît les problématiques. Les problématiques, c'est la même chose. La diaspora africaine, il faut éviter de réinventer l'eau chaude. Au lieu de commencer à zéro à créer une entreprise, quelqu'un l'a fait pendant 30 ans, il a échoué parce qu'il lui manque une machine, parce qu'il lui manque la technologie, parce qu'il manque la digitalisation, parce qu'il manque l'accès à certains marchés en Europe pour exporter, parce qu'il lui manque peut-être des formes d'organisation. Donc, parfois, il faut que la diaspora africaine de Belgique, surtout ceux qui travaillent un peu, puissent épargner un peu et investir dans ces entreprises-là. Parfois, tu dis à l'entrepreneur, écoute, ta machine de fabrication d'huile, je peux amener telle, je peux t'importer telle, que ce soit ma contribution sous forme d'action et que je participe à la gestion de l'entreprise. Ils vont accepter. Parfois, ce sont des petites choses qui manquent aux entreprises. Donc, au lieu tout le temps, et c'est ça le défaut de la diaspora, de recommencer à zéro, il faut faire un inventaire de ce qui existe, qu'est-ce qui peut être repris, dans quel cadre et comment. Quand tu viens vers un banquier, tu trouves une entreprise qui a fonctionné déjà 10 ans, 15 ans, qui a des difficultés, qui peut-être nécessite 30 000 euros, 50 000 euros pour se relever, pour être robuste. Mais toi qui est capable de mobiliser ça de l'autre côté, ou même ici, c'est important de s'intéresser à ça d'abord, au lieu de commencer tout le temps à commencer à zéro. Je ne voudrais pas être long. Je vais vous prendre un exemple en Belgique, là-bas même. Un Belge d'origine rwandaise qui a un PhD. Il a fait son PhD aux Pays-Bas. Donc, personne ne peut en sciences économiques et de gestion, personne ne peut vous dire s'il s'exprime bien en néerlandais ou pas. Un bourgmestre à Anvers lui a promis que si je suis Premier ministre aux prochaines élections, je te donnerai tel poste ou je financerai ton entreprise. Ce monsieur n'a pas été Premier ministre. Mais il a été ministre du gouvernement.
Il est venu le voir. Le gars a dit, non, je m'étais engagé sur ça, ça n'a pas marché, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est en ce moment qu'on lui a parlé de Sofiné. Il est venu nous trouver au centre d'entreprise à la Listrerie. Je l'ai rencontré. Nous l'avons accompagné à ficeler bien son projet. Je vous dis bien que c'est un PhD, mais il n'a pas cette formation professionnelle à l'entrepreneuriat. Il a ficelé son projet. Nous sommes passés par le fonds de garantie bruxellois. Et finalement, c'est ING qui l'a financé. 117 000 euros. Il a acheté 4 limousines. Il a pris des chauffeurs, dont un Belge blanc flamand, un Congolais, un Rwandais et un je ne sais pas de notre. Il a signé les contrats, ils ont commencé à travailler. Et puis, je vous assure, madame, ça ne fait même pas 4 mois, il est revenu vers moi. Ah, Diallo, j'ai besoin encore de 25 000. Je dis, mais pour faire quoi? Ah, il y a ceci, il y a ceci, il y a ce véhicule a fait ça, il est au garage. Parce que le chauffeur n'a pas respecté le code de route, il a eu tel problème. Je dis, mais tu ne vas pas me dire que tu as signé des contrats au début du travail pour tous les employés de ces limousines. Tu ne peux pas signer un contrat. Tu fais une période d'essai de 6 mois, tu mets de l'argent de côté. Tu penses que qui va t'aider à rembourser la banque s'il y a des problèmes? Il faut mettre de l'argent de côté. Ces gens-là, ceux qui sont au chômage, gardent leur chômage. Tu refais un contrat d'apprentissage en bonne et due forme. Tu payes des primes. Ils travaillent pendant 3 mois, 6 mois pour mettre de l'argent de côté. Et puis, ça débouche sur des contrats fermes. Il a dit que lui, il n'ose pas dire ça aux gens parce qu'il a signé les contrats. J'ai dit, je vais les voir. On les a rencontrés à l'hôtel Métropole. J'ai parlé à tout le monde. J'ai dit, il a signé un contrat pour vous, mais ça va mourir avant 6 mois. Et nous ne mettrons plus d'argent dessus. Et je ne l'accompagnerai pas auprès d'un banquier. Le mieux pour vous, c'est de renoncer à ces contrats-là, de retourner dans vos CPAS ou au chômage, de travailler avec lui pendant 6 mois comme apprentissage qui va déboucher à un emploi, de formaliser très bien, et puis de mettre l'argent de côté. Et comme ça, vous signez des bons contrats, vous savez que c'est durable. Mais c'est le Belge flamand qui est le premier, qui a fait 30 ans de taxi à Bruxelles, qui m'a dit, Monsieur Diallo, c'est ce que j'avais dit au patron, il ne m'a pas écouté. Voilà. Ce que vous avez dit, c'est bien, moi je renonce à mon contrat. Et tous les autres aussi ont dit qu'ils renoncent à leur contrat, en bonne et due forme. Ils sont retournés au CPAS, au chômage, etc., pour licenciement économique. J'ai fait les projets de contrat moi-même, au nom de Prestige Holding. Il a mis de l'argent de côté, ils ont après signé un bon contrat, ils ont continué. Et ce monsieur, parce qu'il a mis de l'argent de côté, il a même été le bénéficiaire exclusif d'un marché de vin luxembourgeois à Bruxelles. Donc voilà, parfois, je dis, c'est l'organisation. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on se regroupe. Aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Dans un environnement hostile, les espèces sont obligées de se regrouper pour survivre. Justement, ça va nous amener à la deuxième partie du débat. Parce que la deuxième question sur le travail ensemble, on a vu que c'était une nécessité, voire une urgence, mais qu'au préalable, effectivement, il fallait de l'éducation, de l'information, de l'accompagnement, pour que on soit sur la même longueur d'onde, en tout cas sur le même chemin, parce qu'on a un but commun. Et ce but commun, c'est justement le challenge dans nos pays d'accueil. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce challenge de notre présence ici, que ce soit même au niveau politique, que ce soit au niveau économique? Aujourd'hui, nous sommes là de manière un peu plus durable que nos aînés. Donc, aujourd'hui, le challenge est là. L'utopie du retour ne peut plus être vrai. En tout cas, pas pour tous. Donc, je viens pour rentrer. Ça fait des siècles qu'on est là, donc je viens pour rentrer. Est-ce qu'on y croit encore? On vient maintenant pour rester. On vient pour s'établir durablement. Donc, quels sont les challenges que vous voyez derrière ça, pour nous et pour les générations futures, hein? Certains, je ne sais pas, c'est Anne Dorette qui disait tout à l'heure, que pour pouvoir compter, il faut aussi une force politique.
Voilà, et que nos politiciens doivent aussi parler au nom des populations et non pas à leur nom propre, parce que si on élit quelqu'un qui nous ressemble, c'est pour qu'il traite des problématiques qui nous ressemblent. C'est Anne Dorette qui dit ça tout à l'heure, je ne retrouve plus son... On revient encore dans ce schéma où on doit se soutenir. Moi, je me rappelle, ici en Belgique, lors des élections, nos compatriotes, nos frères qui se présentent, on parle de politique, pour occuper des postes à responsabilité, que ce soit dans la commune, dans la province, au fédéral et tout ça. Malheureusement, parce qu'on y va en rang dispersé, on n'y arrive pas. La problématique est la même. Je pense qu'ici, on peut bien discuter pendant des heures. Je pense qu'on connaît nos problématiques. Mais la vraie question, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à passer outre? Aujourd'hui, je ne vois pas un Africain qui me dira non, moi, je ne sais pas que je ne suis pas au courant. Si, on est tous, autant que nous sommes, au courant de notre problématique, de ce qui fait que ça ne marche pas. Donc ici, au niveau politique, on est sous-représenté, donc des gens ne peuvent pas nous défendre convenablement. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. On est seulement sous-représenté, on est souvent même exploité. C'est-à-dire que quand vous prenez par les élections, sur une même liste, vous avez 10 Africains. C'est ça que je dis, on y va en rang dispersé. C'est disperser les voix. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est pour prendre des voix, mais ce n'est pas pour traiter un problème de la communauté. Ah non. Donc cette mentalité, cet état d'esprit n'est pas bon. Donc on le sait, mais pourquoi est-ce qu'on répète encore et encore les mêmes causes qui produisent les mêmes effets? C'est ça que moi, j'arrive pas à intégrer dans nos communautés. Donc, on a un vrai problème je dirais pas on n'est pas schizophrène, on veut quelque chose et son contraire en même temps. On veut pas prendre les vraies actions pour pouvoir, on parle de leaders d'opinion, on a beaucoup qui savent parler, qui parlent bien, mais au niveau de l'action, malheureusement, les Africains, nous, on n'y est pas. Voilà. On n'y est pas du tout. Je peux dire un mot ou quelqu'un veut intervenir? Allez-y, monsieur Diallo. OK. À Bruxelles, je me souviens encore avoir rencontré 3 personnes que vous connaissez naturellement tous. Bon, je ne retiens pas le nom de tout le monde. C'est monsieur Mampaka, qui est sénateur depuis fort longtemps, monsieur Diallo Béa, qui est député bruxellois, que vous connaissez, et un monsieur d'origine congolaise qui est devenu bourgmestre il n'y a pas longtemps. C'est le premier bourgmestre noir en Europe. Voilà, le papa de Vincent Compagnie. Oui. Les 2 premiers, c'est en 2014. Et je leur ai dit ceci. Vous avez commencé avant tout le monde dans le domaine politique, vous avez réussi. Il vous appartient de préparer la relève, d'organiser les communautés. Les Africains subsahariens doivent se regrouper, doivent présenter 1 ou 2. Ils ne sont pas obligés de s'aligner dans tous les partis. Ils peuvent créer un parti pour que leur voix compte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les différents états-majors des partis politiques, de gauche, de droite, du centre, etc., s'ils voient quelques leaders qui ont des bons diplômes, qui ont une bonne aura dans leur communauté et qui sont des bonnes références dans les affaires ou dans l'emploi, qu'est-ce qu'ils font? C'est de les diviser, comme vous le savez, les aligner, voilà, prendre tous les meilleurs d'une communauté, les aligner dans différents partis ou au sein des mêmes partis, aligner un pour le truc de Sénat, un pour le truc de députation. Tout ça là, il faut qu'on se relève. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut qu'on pense. Celui qui ne réfléchit pas ne mérite pas un cerveau. Le cerveau le suffit. Tout le monde sait de quoi nous encourons là-bas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est raciste, mais c'est parce que nous ne nous organisons pas bien. Aux États-Unis, vous savez que les Blancs, ils représentent 30% de la population. Les Africains, 13%. Les Hispaniques,
et les autres Guatémaltèques et l'Amérique du Sud et tout ça là font le reste. Et donc, il n'y a pas de blanc majoritaire aux États-Unis. Il n'y en a pas. Mais ils s'organisent, les 30% s'organisent toujours pour être majoritaires à la police, majoritaires voilà, à la justice, etc., etc. Partout où il y a monopole de la force, sauf lorsqu'il faut aller livrer la guerre à l'extérieur, l'armée. Là, on met beaucoup des Hispaniques, on met beaucoup d'Africains. Colin Powell, vous savez ce que c'est, peut-être certains d'entre vous ont lu ce qu'il a écrit. Donc, il faut que des leaders d'opinion, y compris vous-même, madame, il faut que les leaders d'opinion puissent communiquer pour que la diaspora africaine s'organise sur le plan politique. Ceux qui sont maîtres, ceux qui nous ont donné l'indépendance en Afrique, ils se sont regroupés au Palais Bourbon dans un parti ou deux au maximum. Tous les députés parlementaires des territoires, s'ils ne s'étaient pas regroupés, les voix de Senghor, de MSS et des autres, là, ça n'allait pas compter. Hein. Ils se sont regroupés pour que leur voix compte. Donc, il faut se regrouper. Il faut se regrouper sur le plan politique. Il faut communiquer pour en arriver là. Et vous avez vraiment des personnes morales, africaines, de référence en Belgique, qui sont capables de vous aider à tenir le flambeau pour parler, pour discuter, se regarder dans les yeux, de dire ce qu'il faut pour que ça aille. Excusez-moi, j'étais là. Non, je vais lire le commentaire d'un internaute qui dit « Le communautarisme exclusif est discriminatoire. Le communautarisme inclusif valorise et contribue au développement de la société. En consommant les produits vendus par les minorités de notre communauté, nous les valorisons et c'est toute la chaîne de production qui en profite. Si nous nous mobilisons pour consommer, nous accéderons aussi plus facilement. Il ne continue pas. Effectivement, c'est peut-être que nos actes, nous en tant que consommateurs africains, puissent aider nos entrepreneurs. C'est-à-dire que si, schématiquement, si j'ai besoin d'un infographe, je sais que M. Kété est infographe, on nous incite justement à aller voir nos confrères pour qu'ils se permettent aussi de s'en sortir économiquement et pour que justement, ils soient des références à un moment donné. Ça ferait plaisir qu'on me parle de vous tous en termes de références entrepreneuriales ici en Belgique. Et ça valorise non seulement nos actions, mais ça donne aussi des rôles modèles aux enfants qui viennent, qui ont besoin justement de sortir aujourd'hui de ce débat que nous avons. Parce que moi, mon souhait, ce serait que mes enfants aient un débat un cran supérieur au mien. C'est-à-dire que si mes enfants, dans 10 ans, viennent débattre au même niveau, éteignons Facebook, hein. C'est peine perdue. Donc c'est ça, je pense, je pense comme moi, un des challenges pour nous, communauté africaine ici en Europe. Je ne sais pas si vous avez... Nous sommes effectivement, pour rebondir là-dessus, Marcel, nous sommes des pionniers. Voilà, moi, dans le domaine de financement de la banque communautaire, donc je m'a précisé, sans Roger, que nous existons et que nous avons un background aujourd'hui financier à aller vers nos compatriotes à proposer des produits, un produit de financement. Et pour nos enfants, comme tu disais, pour demain, je serais quand même très fier de voir la relève, nos jeunes générations reprendre le flambeau et dire voilà ce que nos aînés ont fait pour nous. Aujourd'hui, on reprend le flambeau. Ne pas continuer ce débat qu'on a ici, malheureusement, voilà, à leur temps. Ça, c'est la première chose. C'est très important ce qu'on fait ici. Maintenant, pour revenir un peu aux ressources. Les ressources, on a des ressources au niveau humain pour pouvoir avancer. Mais, je disais, lors de ma prise de parole tantôt, qu'il ne faut pas qu'on tourne en rond, il faut cibler notre problématique. Notre problématique aujourd'hui, c'est vraiment, elle est dans notre état d'esprit, dans notre façon d'être, de la façon dont nous réagissons.
je répète pour me redire encore que c'est l'impératif. Je vois quelqu'un qui a commenté tantôt que travailler ensemble, c'est une question de survie. Et il faut qu'on intègre cette notion-là. Je vais donner un exemple pratique. Moi, dans mon activité de banquier communautaire, ben je vais présenter mon projet, j'en parle aux gens, tout le monde est content, super content de la façon dont on est arrivé à innover dans la tontine, à proposer ce produit-là innovant. Mais après, quand tu demandes aux gens, ben ok, voilà, qui est-ce qui participe? Parce qu'on a besoin justement des gens pour participer. Mais vous avez près de 90% de participants qui hésitent. Alors que il y a quelques minutes, tout le monde applaudissait, c'est carrément de stade ovation. Et je suis même gêné des fois en me disant, ben, je n'ai rien inventé, j'essaie juste d'organiser une pratique. Et je ne suis pas un génie, pas loin de là, mais après, donc c'est le passage à l'action qui est très compliqué. Quelqu'un parlait tantôt de leader d'opinion. Je pense que leader d'opinion, je pense qu'il y a de trop. Tout le monde pense savoir ce qui est bien, ce qu'il faut faire et tout ça. Quand tu fais le tour sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. On est tous convaincus d'avoir l'idée géniale qu'il faut et tout ça. Mais au niveau de l'action, quand il s'agit de passer à l'acte, comme nous l'avons fait pour proposer au niveau bancaire, moi, je vais proposer ça sur les réseaux sociaux, dans les groupes. Les gens me parlent tout de suite de blockchain, de crypto-monnaie, de ce genre de choses qui nous dépassent, alors qu'on n'arrive pas à mobiliser notre épargne, une petite épargne, pour pouvoir faire quelque chose, financer nos porteurs de projets. Et on parle de crypto-monnaie, de banques inscrites à la BCE, avec tout ce que ça implique comme recul financier derrière. Et des gens sont dans un rêve. Et je constate que c'est ces personnes-là qui viennent avec ces projets disproportionnés par rapport à nos capacités que les gens applaudissent plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce schéma où on célèbre beaucoup des promesses, voilà. Et le concret, on a une aversion carrément de la chose concrète. Tout à fait. Si je peux rebondir, en fait, Monsieur Kokou, pour te rassurer, c'est une problématique que les entrepreneurs généralement rencontrent. Lorsque tu lances un projet, tu demandes est-ce que vous êtes intéressé? Généralement, la grande majorité lève le doigt, je suis intéressé. Mais quand tu prends l'action, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas une problématique propre à la nôtre. Après, pour ce qui est de l'action, puisqu'on parle de ça, soutenir en fait une initiative d'un frère ou de la communauté, ce n'est pas forcément acheter son service. C'est de regarder déjà d'un regard bienveillant, de pouvoir juste dire j'aime, encourager l'initiative, parler autour de soi. Peut-être je suis intéressé par Tontinéo, mais ça ne veut pas dire si je parle à mon voisin, il ne sera pas intéressé. Donc, plutôt, il faudrait qu'on change de regard. Tout à fait. Et qu'on encourage plutôt, on va dire, l'initiative d'autrui ou du frère qui est à côté de nous. Et encourager, ça ne veut pas dire j'achète, ça veut dire je parle autour de moi, je fais un petit j'aime, mais surtout que j'ai un regard bienveillant pour l'initiative d'autrui. Et c'est quelque chose, en fait, chez nous qui manque. Il m'arrive, en fait, de voir souvent des critiques par rapport à Vitrine africaine. L'initiative, en fait, louable. L'amélioration continue. C'est comme ça, toute entreprise, en fait, qui se transforme, il le faut. Mais arrêtons toujours d'être pessimistes, essayons d'être un peu plus optimistes avec un regard bienveillant par rapport aux initiatives de nos frères. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Est-ce que M. Katebla dit quelque chose? Je voyais lever la main. Oui, en fait, je voulais rebondir sur le fait que à chaque fois qu'on a des initiatives dans la communauté, qu'on n'essaye pas de valoriser, il faut noter que les communautés à côté les copient. Je prends un exemple. Le marché de l'art, par exemple. Je suis dans une école d'art où pratiquement on nous dit que la majorité des œuvres africaines sont ailleurs. Et le marché de l'art dans des galeries modernes aujourd'hui est de moins en moins présent sur le continent. Et ceux qui gèrent tous ces business ne sont pas des Africains, ce sont des étrangers. Donc ça veut dire qu'on a une valeur qu'on peut vendre, on a un truc qu'on peut mettre en avant, mais dont on met juste un peu de côté, juste parce que ça ne nous intéresse pas, et d'autres gens y prennent. Par exemple aussi, je parle le cas de la tontine. Dernièrement, je scrollais l'application Money, qui est une banque en Grande-Bretagne, et j'ai vu qu'ils ont commencé à créer un truc sur le modèle de la tontine. Et ce qui est sûr,
ils ont vu ça, ils ont vu cette initiative forcément vers quelqu'un de la communauté parce que forcément, ça n'entre pas dans leur culture, en fait. D'où l'urgence de voir l'initiative d'un frère. Si ce n'est pas encouragé, comme l'a dit, le fait tout à l'heure physiquement ou bien en participant financièrement, au moins se communiquer dessus pour que ça puisse rentrer dans notre aspect propre, que on puisse se l'approprier. Parce que tant qu'on ne se l'approprie pas, ailleurs, les gens les copient. Et je suis sûr que dans 10, 20 ans, ça ne nous appartiendra plus. Ce type de modèle. Tout à fait. Parce que je pense que l'Afrique, justement, regorge de beaucoup de projets et de compétences. Et elles sont de manière brute. Moi, je vois ça comme quelque chose de brut. Et quand ça vient en Europe, c'est marketé et c'est vendu autrement. Donc, on prend la matière. Je prends un exemple tout simplement, les food trucks. Ça s'appelle food truck, mais je veux dire, qui en Afrique connaît pas? C'est pas. Ici, ça devient un truc innovant, food truck. Mais si on avait aussi appelé ça food truck, si on avait peut-être marketé, travaillé notre produit, c'est ça qui nous manque, de travailler ce produit. Ça fait longtemps qu'il y a des food trucks, c'est pas quelque chose d'innovant pour nous. Et encore tout dernièrement, j'ai vu un reportage en Suède, des gens qui avaient marketé, vous savez, le bâtonnet avec quoi on se nettoie les dents. C'était empaqueté, bien vendu. Je me dis, mais ça, c'est des trucs qu'on ne regarde même pas. Mais quelqu'un a vu ça, il connaît l'importance de ce bâton, il y a du fluor dedans, il l'a marketé, et maintenant, il est vendu. Je ne sais pas à quel prix c'était vendu, mais je suis sûr que ce n'est pas 1 euro, c'est un produit de luxe. Et aujourd'hui, c'est vendu autrement. Donc, effectivement, il faut qu'on apprenne aussi à marketer nos produits, parce que l'innovation est là. Hein. On a l'innovation tous les jours. Hein. Est-ce que dans votre enfance, ces jeunes enfants qui fabriquaient des petites roues, des petites voitures avec des élastiques, si ces enfants-là étaient accompagnés, motivés, c'est peut-être qu'ils seraient des grands ingénieurs aujourd'hui de l'automobile. Moi, je ne sais pas où ils seraient, mais c'est... Voilà, il y a quelqu'un qui dit, je le dis parce que ça me fait beaucoup rire, les Africains savent se réunir, faire foot pour faire la fête, pour dépenser. Ça, c'est un problème pour nous. Quand on dit il y a la fête, on est là à 1000. Quand on dit venir à une conférence, on est occupé. C'est ça. En fait, si je peux me permettre, Marcel, on nous a dit qu'on savait bien danser, alors on fait que ça. Voilà. C'est ça, en fait, notre problème. On a dit, vous les Africains, vous avez le rythme dans la peau, vous savez bien danser, alors on danse. Voilà. J'ai une question, en fait, d'une personne tantôt qui disait, pour commencer, pour entreprendre. Voilà, c'est Mariandra Seka qui dit c'est très inspirant, mais c'est très difficile de savoir par où commencer. Le passage à l'action semble un casse-tête, surtout pour ceux qui n'ont jamais vécu en Afrique, mais qui aimeraient y faire quelque chose. Ça, c'est aussi le débat. Le premier conseil que je donne toujours pour quelqu'un qui me dit je veux entreprendre, c'est de dire qu'est-ce que tu aimes faire? La première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce que tu sais bien faire en fait? Et la troisième des choses, qu'est-ce que tu sais tellement bien faire si bien les gens sont prêts à acheter ça ou à payer pour? Et très souvent, on vérifie en fait notre capacité entrepreneuriale autour du noyau. Donc, autour des amis, autour de la famille, ainsi de suite. D'abord, commencer là. Ensuite, pour revenir en fait au débat du jour, on ne sait pas le faire parfois tout seul. Tantôt, tu as dit, l'enfant qui fait les petits jouets à 2 roues, il sait le faire, mais peut-être il ne sait pas le vendre. Donc là, il va parfois avoir besoin d'un accompagnement sur comment marketer mon produit, sur comment ficeler en fait mon projet pour avoir le financement, pour revenir à ce que M. Diallo disait tantôt, ou parfois tout simplement se référer à M. Kokou pour dire j'ai bien aimé en fait ce que tu as fait, je veux bien entreprendre, est-ce que tu peux bien m'accompagner sous forme de conseil? Donc c'est pas miraculeux, juste répondre à ces 3 petites questions et essayer de passer à l'action le plus rapidement possible. Tout à fait. Très bien, je voudrais quand même... Allô? Allez, M. Diallo. Voilà, je voudrais un tout petit peu rebondir là-dessus sur une question très intéressante par rapport à ce qu'il faut faire pour entreprendre. Moi, j'ajouterais, et surtout, il faut savoir vendre. Entreprendre, c'est savoir vendre. Savoir vendre, c'est quoi? C'est savoir dans quel emballage, sur quel design je dois offrir mon produit ou mon service ou le faire connaître aux consommateurs. Savoir vendre, c'est très important. Je vous donne un cas d'exemple pratique.
Quand j'étais étudiant à l'université d'Anvers en 2005-2006, j'ai fait le job d'étudiant à Purs. Et j'ai travaillé pour une usine de chocolaterie, je ne vais pas dire le nom. Cette usine de chocolaterie importait le chocolat brut de Taïwan, de Thaïlande. Et le chocolat brut, nous, notre rôle, c'était de peser, de découper si ce n'est pas conforme au poids, et puis d'enlever les cartons et tous les emballages thaïlandais et de mettre ça sous le design de l'emballage belge. Et ça passe dans les chaînes de distribution. Et cette entreprise, tout le monde la connaît, elle ne vend pas partout, hein. C'est un chocolat classe qui est vendu aux grandes familles. Mais si vous comparez le prix du chocolat, du carton de chocolat, pris en Thaïlande jusqu'en Belgique, et le prix du chocolat dans les chaînes de distribution, je vous dis, parfois, c'est plus que 100 fois le prix. Tout à fait, bien sûr. Madame, ce qu'on a fait, ce que moi j'ai fait, c'est de prendre le même chocolat avec l'emballage belge, un beau design excellent, et le chocolat, le même, parce que c'est nous qui l'enlevons dans le carton. Et c'est jamais produit en Belgique. Et le chocolat qui est produit en Thaïlande, même si c'est avec l'expertise belge et tout, et donner ça aux filles avec lesquelles nous étudions. Et elle leur demandait de goûter les deux types de chocolat, un thaïlandais et un belge. Et celle-ci, non, c'est incomparable. Le chocolat belge est meilleur. Moi, je me suis insurgé pour dire que c'est pas vrai. Et Dieu sait que c'est pas vrai. Et j'avais la conviction que c'est pas vrai. Et alors, le souci est allé jusqu'au professeur. Jusqu'au professeur. Le professeur, parce qu'il a été aussi un haut monsieur du gouvernement, il a été directeur de cabinet de quelqu'un qui a longtemps géré les finances, un francophone, je ne vais pas dire tous les noms. Il m'a dit, c'est le premier docteur fiscaliste à l'université d'Harvard, qui est belge. Il me dit, Monsieur Diallo, vous avez tort. Ces deux chocolats n'ont pas le même goût. Même si c'est la même pâte, même si c'est produit par la même usine, même si tout ça vient de Thaïlande. Vous avez tort parce que vous pensez que le goût n'est pas psychologique. Vous pensez que le goût, c'est une réalité naturelle. C'est l'emballage qui fait le goût. Il me dit, prenez 2 bouteilles d'eau. Si les designs sont différents, la bouteille d'eau qui a le design le plus important, vous entendrez les gens dire que cette eau-là, elle est bien. Elle est minérale. On arrive en fait tout doucement là à la fin de notre débat. Franchement, je vous remercie tous pour votre engagement. Et j'ai une dernière question pour vous par rapport à la thématique actuelle. Donc, travailler ensemble, le challenge des diasporas africaines. Je voulais que chacun me dise individuellement, donc chacun puisse me dire quelle est l'action, à quoi il s'engage pour permettre ce travail ensemble. À quoi est-ce que vous souhaitez vous engager pour permettre ce travail ensemble? Et ainsi de suite, chacun va me dire à quoi vous engagez pour permettre que ce travail ensemble puisse se faire. Soit de manière professionnelle, soit de manière personnelle. Déjà, de manière personnelle, je pense que oui, personnel et professionnel, ça va de soi. Donc, l'un implique l'autre parfois. Donc, déjà, je prends un exemple. Les tarifs au niveau de la communauté sont préférentiels par rapport à d'autres. Ce qui veut dire on est dans un contexte où si on a un frère qui vient vers nous pour un service, on peut lui faire une certaine faveur parce que c'est la communauté. C'est comme ça, on peut se bâtir un très bon réseautage et plus tard. Donc, ça, c'est personnel. Et au niveau professionnel, moi, je suis dans le cadre de la création d'un centre de formation qui sera axé digitalisation au Cameroun, dont le but, c'est de permettre aux gens d'avoir cette habitude de penser expérience, comme le disait le monsieur tout à l'heure. C'est tout un autre cours. Je ne veux même pas intervenir parce que j'ai tellement à dire. Et tout peut se faire dans un centre et avec des côtés entrepreneuriaux, en fait. Donc, voilà. OK. Donc, je vous note déjà dans mon carnet d'adresse. Tontinéo, c'est beaucoup. Voilà, pour ma part, je pense que voilà,
Nous, on a déjà commencé au niveau professionnel, c'est un engagement aussi personnel hein, de passer ce cap-là et de monter cette petite structure qui compte aujourd'hui une centaine de membres avec un funding de plus ou moins soixantaine de milliers d'euros. Mais pour certains, ça paraîtra peut-être ridicule pour une banque, mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on fonctionne uniquement en bouche à oreille. On n'a pas encore fait ce qu'on appelle en économie le passage à l'échelle. Donc voilà, donc on a un groupe restreint pour tester le concept grandeur nature et on a déjà ce background-là, j'en suis très très fier. Et ça, c'est déjà mon engagement pour la communauté. Et ce que je fais, c'est que moi, je n'hésite pas. On s'est mis, allez, comme projet, comme vision d'aller vers les autres, de ne pas faire d'exclusif. C'est-à-dire qu'on propose le projet. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de ne pas, si le projet existe demain, que ce soit par nous ou par d'autres compatriotes, d'autres Africains, ça ne pose aucun problème. Nous, notre objectif, c'est que ce projet existe, qu'on ait notre propre source de financement via nos propres épargnes. Ça, c'est mon engagement, c'est notre engagement vis-à-vis par rapport à Tontinéo. Merci beaucoup. Monsieur le consultant. Donc, à notre niveau, au niveau du cabinet Toussi Consulting, il y a déjà ce partenariat stratégique avec Yapita Partner, qui est situé au Cameroun. Donc, on a acquis un savoir-faire et un savoir-être ici que nous essayons petit à petit de transférer vers l'Afrique. Et ce partenariat, en fait, nous permettra de proposer, on va dire, des tarifs concurrentiels sur le marché et notamment à la communauté. Et personnellement, je continuerai, on va dire, de m'engager à valoriser les initiatives de nos frères autant que possible et à parler autour de moi lorsque j'entends des initiatives. OK. Monsieur Diallo. Très bien, merci. Merci pour tout ce qui a été dit. J'aimerais, dans la mesure du possible, des contacts que nous avons, apporter des petits concours d'informations, peut-être de conseils, d'aînés pour certains, par rapport à ce que vous faites. Pour Tontinéo, je conseillerais, par exemple, d'essayer de se mettre en contact avec une ASBL qui s'appelle la Payotte, qui est à Namur, qui est dirigée par une Belge d'origine rwandaise, la Payotte. Je connais bien. Ah, très bien. C'était ma première démarche. Je vais vers les autres. Voilà, nous aussi, on les avait rencontrés en 2014. Ils font aussi de l'épargne et du crédit. Ah, d'accord. Depuis très longtemps. Hein. Ils ont maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, vous pouvez les voir pour voir comment vous pouvez développer un réseau de relations. Ensuite, je vais vous encourager, toujours continuer à vous mettre en contact aussi. Il y a une organisation maintenant qui a son siège à Paris qu'on appelle Cofina. C'est la compagnie financière africaine qui opère dans 9 pays en Afrique, qui fait de la mésofinance. Alors, la mésofinance, c'est quoi? C'est une structure qui est entre la banque et la microfinance, qui donne des prêts plus importants aux entrepreneurs. Donc, je pense que ça peut aussi bien intéresser la diaspora. C'est de voir quelle forme de collaboration vous pouvez faire. Si vous pouvez représenter Cofina à Bruxelles, au cœur de l'Europe quand même, ou comment. Faites attention pour ne pas vous faire chipper les idées, certains sont capables, mais Cofina déjà, ils ont une longue expérience, ils ont capitalisé, ils ont réussi à établir le pont entre l'Afrique et l'Europe. Et ça, c'est très important. Donc, je vous conseillerais d'être en contact. Maintenant, Jean-Luc Conan, c'est le CEO de Cofina. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pour la société de digitalisation, alors, je vous conseillerais quand même de ne pas hésiter d'aller vers le GIMAC. Le GIMAC, comme vous l'entendez, GIMAC, c'est le groupement intermonétique de l'Afrique centrale. Souvent, ils ont des marchés à digitaliser à la faveur des institutions de microfinance et des banques de la zone CEMAC. Si vous avez des innovations technologiques, si vous avez des choses que vous voulez expérimenter, n'hésitez pas à aller vers les cadres, les experts du GIMAC
Parce que nous avons travaillé avec eux et nous avons développé toutes les solutions digitales pour Finam au Burundi. Et tu peux utiliser la carte monétique dans tous les guichets bancaires ici et tu peux le faire dans tous les pays de la CEMAC. Et dans tout ce travail de digitalisation, de supervision, de monétisation, comme on dit, et il n'y a aucun occidental qui nous a aidés. C'est que des Africains. Aujourd'hui, Finam a développé le SMS banking, elle a développé le WhatsApp banking, elle a développé le mobile money avec des grands groupes ici qui opèrent dans les télécoms. Et tout ça entre Africains. Donc, je vous conseille de vous mettre en contact avec le GIMAC. Ils ont leur siège au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. C'est au Cameroun. La finance est le cœur de l'Afrique centrale, malgré qu'il y a pétrole partout, mais c'est là-bas au Cameroun. C'est là-bas. Donc, je vous conseille. Et le cabinet consulting, nous pourrons aussi, madame va vous donner mon contact. Envoyez-moi ce que vous faites, je pourrais vous référer certains marchés, les liens vers certaines structures, et comme ça, n'hésitez pas aussi à présenter des offres. Mais essayez de conquérir le marché africain. Le travail et l'argent, c'est ici. Il y a rien en Europe. En Europe, tout qu'il y a en Europe, c'est les consommateurs. Et les marchés européens sont saturés. Quand vous regardez même les propres Européens, ils courent tous en Afrique. Et moi, j'ai bien peur que nous, Africains, avec nos démarches, nous courons tous en Europe. Alors que les marchés africains sont les marchés où il y a des croissances à 2 chiffres. Il n'y a plus de croissance à 2 chiffres en Europe. Voilà. C'est le paradoxe. Et je vais compléter pour finir. Pour dire que l'argent, où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent? Il ne faut pas aller aux États-Unis. Il ne faut pas aller en Europe. Pas en Chine, ni nulle part. Il y a un pays africain des meilleurs. C'est la plaque mondiale tournante des capitaux. C'est l'île Maurice. Sur tous les indicateurs de développement, ils sont number one en Afrique. Ils sont soit 8e, 7e, 10e, rarement 15e au niveau mondial, pour ce qui concerne les indicateurs de développement humain, y compris le développement des infrastructures, la technologie. Je vous coupe une seconde pour vous lire un message personnel. Alors, Buzon Annie qui dit « Bravo, M. Diallo, pour les conseils à vos compatriotes. C'est de cette façon que nous devions fonctionner. » Et je voulais aussi le souligner depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est de cette façon-là que nous allons arriver à travailler ensemble. Vous n'avez pas hésité à donner des conseils, des références que j'ai moi-même notées. La GIMAC au Cofina, je ne connais pas. Donc, ça, c'est vraiment l'accès à l'information. Comme vous avez dit tout à l'heure, les ponts, c'est-à-dire entre le financement et les organismes, il faut le pont. Et vous avez fait ce pont-là aujourd'hui et franchement, je vous en remercie. Donc, vraiment, voilà, continuez, c'est génial. Très bien. Donc, à l'île Maurice, tout type de financement que vous voulez, quels que soient les projets, je vous conseille de ne pas hésiter. Aujourd'hui, l'île Maurice, en Afrique, ils ont créé 2 places. C'est au Kenya et en Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas d'aller vers ces structures, d'aller visiter le pays sur le site, de voir le système bancaire, le système financier, le développement des technologies, et ça pourrait vous enrichir dans le domaine des nouvelles technologies, des investissements, etc. Je vous remercie. En tout cas, je suis à votre disposition à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, une dernière question qui me vient à l'esprit. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur la plateforme de Vitrine Africaine qui justement répertorie et propose des compétences africaines à disposition. Comment souhaitez-vous utiliser Vitrine Africaine ou quels conseils donnerez-vous justement à Vitrine Africaine pour aller au-delà du référencement ou pour que vraiment les gens comprennent l'utilité d'un outil pareil? Parce que
c'est très important ce que Richepin et son équipe fait actuellement pour la communauté. Et je pense que c'est un outil qu'il faut développer et que chacun doit utiliser comme un annuaire personnel de référencement de compétences. Moi, je pense que c'est aussi par ce genre d'initiative qu'il faut vraiment... je le compare, justement, à Richepin, je le compare à cette structure en France qui fait le Gotha Noir. Club Efficience. Efficience, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut développer du financement pour nos projets, donc du financement propre, lever des fonds pour les investisseurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin de 1 000, 2 000, 3 000 euros. Je pense que dans la communauté, ça, c'est des fonds qu'on peut lever assez facilement. C'est quoi? C'est une table à une soirée. Hein. Quand on fait une table à une soirée, 800 euros, on est là, on boit du champagne. Donc, ce qu'on peut mobiliser, c'est 800 euros fois 10 personnes. Mais bon, ça finance beaucoup de gens, hein. Ça finance l'entrepreneuriat de beaucoup de personnes. Donc, il faut penser, c'est pas forcément penser milliards ou millions. Non, milliers d'euros ou en centaines d'euros, ce sont des investissements. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de l'outil. Voilà, c'est votre retour d'expérience sur l'outil Vitrine africaine. Donc, si quelqu'un a quelque chose à... Vraiment, monsieur Diallo, on vous félicite. Hein. Vous faites ce que l'Africain ne peut pas, partager les informations. C'est Joseph Flore. Donc, tout d'abord, merci à nouveau à monsieur Diallo pour ce partage d'expérience et des différentes références. Pour ce qui est de Vitrine africaine, donc de mon expérience avec Vitrine africaine, lors de votre événement au mois de mars, j'ai pris un stand où j'ai pu en fait réseauter et faire du networking avec la communauté. Il n'y avait pas que la communauté qui était présente, mais on était fortement représentés. Il y a bien évidemment votre catalogue qui a été produit et comme le Covid n'a épargné personne, je le dirais, il est temps en fait de franchir le prochain pas et d'accélérer en fait la digitalisation. Tout à fait. Et donc, le référencement, c'est bien présent, tout est bien repris en fait dans votre manuel de vitrine africaine. Mais maintenant, comme on l'a dit, si nous, Africains, on veut valoriser les talents ou l'expertise de nos frères, ce serait peut-être possible de défricher cette opportunité, je dirais. Peut-être qu'on puisse coter les initiatives des frères. Je pense que ce serait déjà en fait un bon pas en avant pour Vitrine africaine. Oui. Il faut défrayer un peu plus. Ouais. Je dois rebondir aussi là-dessus. J'étais aussi à l'event le 3 mars ou le 6 mars. Le 5 mars. Voilà. Le 6 mars, c'est ça. Et effectivement, je dirais que c'est une chouette initiative. Moi, on m'en a parlé dès qu'on a lancé ce produit-là, Tontinero, cette initiative de Tontinero, d'aller vers Vitrine africaine qui existe, qui fait des choses formidables. J'étais très content d'assister à cet événement. Comme disait Ronto, il faut déjà passer l'outil digitalisation, aller vers la digitalisation au maximum et aussi pouvoir coter nos frères, les initiatives. C'est vraiment une bonne référence disant, voilà, moi, je travaille avec un tel, voilà, que ce soit Tontinero, que ce soit d'autres partenaires d'affaires qui disent, voilà, on a travaillé avec eux, on est très content parce qu'ils sont sérieux, parce que, ou alors, il y a tout le reste qui ne suit pas pour ne pas qu'on tombe dans le même piège. Donc, franchement, bravo pour l'initiative. Ça me permet aujourd'hui d'être sur cette plateforme, de discuter et d'avoir les conseils précieux de M. Diallo avec Kofina dans mon cas et dans les autres cas. Je pense que c'est un outil incontournable aujourd'hui dans la diaspora, surtout en Belgique, pour pouvoir se rencontrer, faire du réseautage. Donc, bravo à vous, à Richepin et surtout à toi aussi, Marcel, qui fait aussi le lien de la com. Ok. Bien. Je vous remercie. Oui, allez-y. Oui, monsieur Joël, oui. D'accord. Déjà, je vais dire merci à monsieur Diallo pour les conseils de tout à l'heure. Franchement, c'est rare de trouver des personnes qui, lors des débats, donnent de bonnes pistes avec explication. C'est très, très rare dans notre communauté et c'est vraiment à féliciter. Vitrine africaine aussi, j'ai dit un grand bravo parce que j'ai découvert la vitrine à travers des événements et des recherches personnelles. Et comme amélioration, moi, je peux juste dire que sur la base de ce que je connais en user experience, tout est sur la bonne voie.
Peut-être au niveau du parcours utilisateur sur la plateforme, les cotations, c'est important, comme on l'a dit tantôt, très, très important. Et ensuite, je pense que digitaliser, c'est bon, mais après, il y a le suivi. Le suivi, c'est nous tous qui sommes sur cette plateforme, des engagements personnels, le relais de l'information. Donc, on peut certes avoir toute une bonne plateforme bien faite, mais si nous-mêmes, la communauté, on ne vient pas relayer cette plateforme, personne ne saura que ça existe. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Oui, M. Diallo. Bien, Madame, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les intervenants et vos remerciements me touchent du fond du cœur. Pour ma petite contribution en ce qui concerne Vitrine africaine, c'est le premier des conseils, c'est d'accroître la visibilité et l'audience. L'audience auprès de toutes les ambassades d'origine africaine à Bruxelles. C'est d'essayer d'organiser avec ces ambassades les missions, les forums économiques à Bruxelles ou dans d'autres places financières en Europe. Ils sont capables de faire des prises en charge et de s'impliquer aussi dans les missions économiques que généralement la délégation de la coopération belge conduit dans différents pays africains, conduit les hommes d'affaires, les investisseurs pour l'identification d'opportunités. Je conseille à la vitrine africaine de prendre contact avec la coopération belge, la direction générale de la coopération au développement et la maison ACP, qui est vraiment la maison Afrique-Pacifique-Caraïbes où l'audience est très grande. Prenez contact avec les responsables, impliquez-vous en termes de visibilité sur ce que ceux-là font. Parce que plus vous êtes connu en Afrique, plus vous pouvez être connu en Belgique. Un Belge qui vous connaît ici a la possibilité de parler plus longuement à un député, à un premier ministre, à un ministre du gouvernement, à un homme d'affaires, patron de telle ou telle grosse boîte en Belgique, autour d'un café, d'un thé, dans un salon, que nous sommes capables de le faire. Donc, impliquez-vous aussi aux opérations d'éducation au développement. Ça veut dire quoi? En Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de marchés qui n'existent pas encore. C'est comme l'assurance à l'échelle pays. On a beau investir dans le secteur de la santé, former des médecins et tout ça là, mais on n'organise pas la demande. Les gens ne sont pas capables de payer. Imaginez que les mutuelles de santé n'existaient pas en Belgique, en Europe. Les gens allaient s'appauvrir. On a besoin, à l'échelle nationale, 3 ou 4 mutuelles de santé dans chaque pays africain. Comme l'a fait le Gabon, il y a même les CPAS au Gabon, comme l'a fait le Rwanda, et peut-être le Cameroun, je ne sais pas. Et la Côte d'Ivoire, oui, mais beaucoup d'autres pays africains ne le font pas. Il y a aujourd'hui des mutuelles de santé en Belgique là-bas, mutualité socialiste, libérale, catholique ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre contact avec les responsables, organiser des trucs avec les maisons ACP, avec les ambassades, pour voir quel bailleur de fonds est capable de mettre quoi pour développer ces initiatives dans les pays africains. Parce que c'est un gros défaut. On fait des investissements routiers, d'infrastructures, des trucs comme ça, oubliant que quand les gens sont malades, tout l'argent est parti chez le charlatan et chez le médecin, etc., etc. Donc, si on a des structures de prise en charge des soins, ça peut être déjà quelque chose d'assez formidable. Je ne peux pas tout dire ici. Je pense qu'on va garder le contact au fur et à mesure. On va s'enrichir via différentes plateformes, différentes initiatives. En tout cas, je vous tiens à cœur, je vous encourage et que le Seigneur guide vos pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors vraiment, je remercie tous les panélistes ce soir.
Je pense qu'on a été très positifs. Les gens, je vois le message de Mariandra qui dit bravo à tous. J'étais sceptique avant de participer au débat, mais vous avez réussi à changer ma manière de voir. Je pense qu'avec cette phrase, on peut se féliciter d'avoir réussi au moins ce débat-là. Si une personne est convaincue du travail ensemble et que c'est possible et qu'elle voit, franchement, on a gagné. Et moi, je dis justement, le travail ensemble, il existe, les compétences, elles existent. C'est justement le aller au-delà sur lequel nous devons travailler. C'est le what's up, après, le pas d'après. Le pas d'avant, nous le maîtrisons, nous avons les compétences, nous avons les solutions, nous avons le financement, parce que moi-même, j'étais sceptique quant au financement en Afrique. Le financement existe, mais il faut des ponts. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment applaudir déjà ce qui se fait. Et parce que quand on dénigre nos propres progrès, en fait, comme je dis souvent, on est ce qu'on dit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et parler de manière positive de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Donc, vraiment, je vous remercie tous. Et si les contacts, vous avez des besoins, vous n'hésitez pas à nous écrire à Vitrine, à M. Richepin ou à moi-même. Je filerai les contacts des uns et des autres. Et parce que ça sert à ça, justement, la plateforme. Si vous m'appelez, je dis non, je ne veux pas. Ça se peut pas. Donc voilà, vraiment, je vous remercie tous. Monsieur Diallo, vous êtes vraiment l'exemple de ce que nous souhaitons tous être, c'est-à-dire vraiment partager de manière spontanée. Ça ne coûte rien. Monsieur Ketel a dit de consulter tout à l'heure, ne serait-ce qu'encourager les autres, ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte aucun investissement en termes financiers. Donc je remercie vraiment vous tous et j'espère vous retrouver dans d'autres aventures ici ou là-bas, entrepreneurial. Merci à tous et très bonne soirée. Merci. Merci. Merci à Vitrine Africaine pour cette opportunité de parole. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.